avec toute ma famille, à la pergola. Bon. Et là-bas, le ministre Ahmed Bakayoko est venu nous rendre visite un jour et m'a demandé à moi qu'est-ce que je cherchais là, à l'hôtel Pergola. Je lui ai dit, mais vous nous avez demandé de venir ici pour être sécurisé. Et puis, ce que, en temps, je n'ai pas souligné, dès que nous nous sommes retrouvés à la Pergola, ils ont déclaré que nous étions en résidence surveillée. Contrairement à ce qu'on nous a dit. Il y a eu trahison là. Si je savais que j'allais en prison, je n'avais pas marché pour aller en prison. Donc, mais enfin, dans cette résidence surveillée, Ahmed Bakayoko est arrivé et m'a posé la question de savoir ce qu'il cherchait là. J'ai dit, mais vous nous avez demandé de venir ici, je suis venu. Il dit, bon, si d'aventure même on te libérait, dehors même, vos habitations sont détruites. J'ai dit, on est en Afrique, j'ai des parents. Si tant est que l'envie te vient de me libérer, libère-moi. J'irai dans la ville d'Abidjan, habiter chez quelqu'un. L'APO, comme on l'a en abrégé, l'accord politique de Ouaga. Mais cet accord a un contenu. Il était question, pour les nominations aux différents postes, à certains postes en tout cas, qu'il y ait l'accord du président Gbagbo et des rebelles sur des noms pour certains postes. C'est ça que stipulait l'accord politique de Ouaga. Donc, M. Gbagbo devait proposer des noms au poste de ministre de la Défense, et puis la rébellion devait aussi donner son avis favorable. Et c'est seulement les deux avis-là qui permettaient de nommer finalement le ministre de la Défense. Ceci étant, je dois simplement dire que c'est parce que autour de mon nom, il y a eu l'accord du président Gbagbo et de la rébellion. Il y a eu d'autres noms qui ont été proposés. Mais la rébellion, certainement, a refuté ces noms-là. J'ai été donc retenu. Est-ce que je dois en être fier d'avoir obtenu à la fois l'accord du président Gbagbo et l'accord de la rébellion pour être ministre de la Défense? Ça, l'histoire nous situera exactement. J'ai été donc nommé ministre en 2007 pour réconcilier les deux armées. C'était l'objectif. Ce n'était pas pour faire la guerre. Les gens, certains disent, en tant que ministre de la Défense, je n'étais pas fougueux, je n'étais pas agressif, j'étais conciliant, j'étais doux. Mais c'est le rôle qu'on me demandait de jouer. On ne peut pas réconcilier deux armées qui se sont combattues en ayant l'épée à la main. Non. Donc, je suis arrivé là avec une feuille de route qui m'a été donnée. Et j'essayais de développer cette feuille de route en étant tout à fait un homme de négociation. C'est ce que j'ai été, c'est ce que j'ai fait jusqu'en 2010. Mais alors que nous proposons la négociation, les rebelles venaient à la négociation, mais en étant arc-boutés à leur projet de départ. Ce que nous ignorions. Ce que nous ignorions. Le projet de départ était le renversement coûte que coûte du président Gbagbo. Tout le reste n'était que stratégie pour nous avoir à l'usure. Mais la mauvaise foi, on n'y peut rien.
Je suis allé dans la zone, j'ai négocié avec les chefs militaires, j'ai négocié avec l'aile politique, Soro Guillaume en tête. Nous avons connu des avancées. La réunification des grades, nous l'avons réussi. Soro m'a félicité parce que quand il parlait de la réunification des grades, c'est-à-dire qu'il fallait remettre à niveau tous les grades qui ont retardé à cause de la guerre. Imaginez-vous, il y a des gens qui étaient dans la zone rebelle qui devaient avoir X grades supérieurs, mais pour des raisons de guerre, et bon, ils sont toujours restés à des grades inférieurs. Il fallait harmoniser ces grades-là. Nous l'avons réussi. Nous l'avons réussi. On a réussi à payer des arriérés aux ex-FDS qui sont passés de l'autre côté. Le président Gbagbo a autorisé qu'on le fasse. On a réussi à réinsérer les ex-FDS dans l'armée ivoirienne. Le processus était engagé. Mais en vérité, les gens n'étaient pas du tout dans des dispositions à en finir avec la guerre. Il fallait plutôt en finir avec Gbagbo. C'était ça, la stratégie. Depuis l'éclatement après Marcoussi, les rebelles ont fait leur entrée dans le gouvernement. Hein? Et depuis, ils sont restés jusqu'à ce que la situation s'aggrave pour enlever tout le gouvernement Gbagbo et puis s'installer sur les ruines de la Côte d'Ivoire. Vous avez précisé que c'est une crise post-électorale. Donc la crise est liée aux élections. Voyez-vous, il y a eu la proclamation des résultats, alors que M. Gbagbo avait été déclaré élu président de la République de Côte d'Ivoire à la suite des élections de 2010. M. Alassane Ouattara va s'autoproclamer aussi élu. Bon. La crise est partie de là. La crise, il ne peut pas avoir deux présidents pour un même pays. Il fallait bien qu'il y ait un seul président et M. Gbagbo étant élu, proclamé élu, ne pouvait pas se désister en faveur de qui et pourquoi. C'était là. M. Ouattara, lui aussi s'étant proclamé élu, ne pensait pas qu'il fallait se désister en faveur de M. Gbagbo. Pour quelles raisons aussi s'interrogeait-il? Eh bien, c'est de ce bras de fer qui a entraîné la crise. La crise a éclaté. Je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Jamais. J'ai dû par moments, mon corps défendant, chercher des cachettes. Parce qu'en vérité, parmi les rebelles, il y avait de nombreux mercenaires qui ne nous connaissaient pas. Pour eux, on a identifié les domiciles et on a pris des photos des proches de Gbagbo. On leur a donné, il fallait venir régler leurs comptes. Ces mercenaires-là sont venus d'Afrique, de partout. Donc à un moment donné, il fallait chercher à se mettre à l'abri par rapport à ces mercenaires. J'ai quitté ce domicile-là le 31 mars. C'est le jour où les rebelles sont rentrés sur Abidjan. Avec ma famille, c'est seulement ce jour-là que j'ai quitté mon domicile pour aller me cacher. Et ensuite, à l'appel du gouvernement qui s'était installé, nous sommes allés à la Pergola pour trouver un refuge, pour avoir la sécurité gouvernementale. Parce qu'on nous a appelés pour dire, bon, les barons du FPI, vous pouvez sortir de vos cachettes pour aller à la Pergola, à l'hôtel de la Pergola, n'est-ce pas, et sécurisé par l'ONU et le gouvernement. Quoi de mieux? Je suis allé avec toute ma famille à la Pergola. Bon. Et là-bas, le ministre Ahmed Bakayoko est venu nous rendre visite un jour.
et m'a demandé à moi qu'est-ce que je cherchais là, à l'hôtel Pergola. Je lui ai dit, mais vous nous avez demandé de venir ici pour être sécurisé. Et puis, ce que, en temps, je n'ai pas souligné, dès que nous nous sommes retrouvés à la Pergola, ils ont déclaré que nous étions en résidence surveillée. Contrairement à ce qu'on nous a dit. Il y a eu trahison là. Si je savais que j'allais en prison, je n'avais pas marché pour aller en prison. Donc, mais enfin, dans cette résidence surveillée, Ahmed Bakakou est arrivé et m'a posé la question de savoir ce qu'il cherchait là. J'ai dit, mais vous nous avez demandé de venir ici, je suis venu. Il dit, bon, si d'aventure même on te libérait, dehors même, vos habitations sont détruites. J'ai dit, on est en Afrique, j'ai des parents. Si tant est que l'envie te vient de me libérer, libère-moi. J'irai dans la ville d'Abidjan, habiter chez quelqu'un. Et à la suite de la visite, il y a une liste qui est tombée de 16 personnes. De 16 personnes, dont ma famille et moi. Et je suis sorti de la Pergola, libéré par le pouvoir. Et je suis venu directement ici, dans cette maison. Quand j'étais à la Pergola, j'ai communiqué avec des parents pour voir l'état dans lequel ils ont mis ma maison. Et j'ai dû indiquer des personnes pour leur donner les moyens pour restaurer la maison. Donc, comme vous le voyez, de nouvelles portes, des vitres nouvelles, et des parents ont donc restauré la maison avant même que je ne sorte de la Pergola. Et quand je suis sorti, je suis venu directement ici. Le minimum était fait. Le minimum était fait et j'ai résidé ici jusqu'à ce jour. Oui, le 11 avril, j'étais chez un ami, nous regardions la télévision quand j'ai vu cette image sordide, cette image ignoble que je ne voudrais pas revoir. Et j'ai été, je ne sais pas comment exprimer mes sentiments. J'étais abattu, le mot est petit. Mais je me suis dit que ça en était fini pour la Côte d'Ivoire. Parce que, au-delà de la personne du président Gbagbo, c'était toute une vision qui tombait ce jour-là. Toute une vision qui tombait ce jour-là. Et j'étais personnellement très abattu. Et des questions me traversaient l'esprit. Qu'allons-nous faire en tant qu'État? Parce que l'impérialisme venait donc de reprendre les choses en main. Or, ce que nous avons combattu jusqu'à l'arrivée de M. Gbagbo au pouvoir, c'est ce qui va se passer. J'étais malheureux, mais impuissant. J'ai regardé les images, j'ai écrasé quelques larmes, et puis bon, avec le temps, nous nous sommes confiés à Dieu pour la suite. Non, je n'ai pas eu de compte gelé. Depuis, je suis ici. Personne n'est venu me demander des nouvelles, sauf que un jour, j'étais là quand des gendarmes ont fait irruption dans cette maison pour me demander des comptes par rapport à un projet d'achat d'armes aux États-Unis. Oui, l'ONU m'a demandé, en tant que ministre de la Défense, de sécuriser les élections de 2010. Le constat que j'ai fait, c'est qu'à la suite de la crise, nous étions en rupture de munitions, d'une part, et de pistolets. Pour sécuriser les élections, il nous fallait donc 4000 pistolets et des munitions.
J'ai donc écrit au comité des sanctions parce que la Côte d'Ivoire était sous embargo et sous sanctions. Donc il fallait l'autorisation préalable de l'ONU pour pouvoir commander ces 4000 pistolets. C'est ce que j'ai fait et j'ai obtenu une réponse favorable. C'est ainsi que j'ai envoyé une mission d'achat d'armes aux États-Unis. Malheureusement, le responsable de cette mission a été arrêté et mis en prison. Bon. J'ai vécu avec beaucoup d'amertume cette situation. Pendant que la guerre perdurait, au-delà même de la fin, M. Yao Nguessan, le colonel Yao Nguessan, est resté dans les geôles de la prison américaine. C'est beaucoup plus tard qu'il a été libéré. Il est aujourd'hui rentré au pays. Donc, en dehors de cette mésaventure que j'ai connue, je n'ai pas connu d'autres mésaventures. Mais là, c'était une question de responsabilité. C'est moi qui ai envoyé le colonel Yao Nguessan aux États-Unis. Il est tout à fait normal que j'assume la responsabilité de son arrestation. Dans toutes les interviews, j'ai dû interpeller les autorités. Bon, j'ai dû voir certaines personnes d'ailleurs dans le nouveau pouvoir pour leur expliquer ce qui s'est passé. Mais enfin, il a été libéré. En dehors de ça, je vous répète, je n'ai pas eu d'autres ennuis. Pour ça, la gendarmerie est venue me demander des explications. Je leur ai présenté la situation telle que je viens de vous la décrire. Bon. Malgré mon statut d'ancien ministre, d'ancien député, il n'avait pas de mandat d'arrêt, il n'avait pas de mandat de perquisition ou de quoi que ce soit. Sans aucun papier, les gendarmes sont venus ici. J'en suis à me demander, sommes-nous dans un état de droit? J'ai dû me prêter à leurs questions pour me débarrasser d'eux. Autrement dit, j'aurais pu refuser de parler. Mais non. C'est peut-être la seule contrainte morale que j'ai eue. Contrairement à mes autres camarades qui ont eu moins de chance, qui ont eu un compte gelé, ce sont plutôt mes biens qui ont été détruits. Depuis le village jusqu'au chef-lieu du département à Béomi, à Bouaké, à Yamoussoukro, à Abidjan, mes biens ont été détruits. Bon, ça, c'est matériel. Mais je remercie Dieu, parce que je vous parle aujourd'hui encore. Ça me suffit. En matière de top, je ne peux pas vous dire toute la vérité. Je vous ai dit seulement que par rapport aux moyens dont nous disposions, il n'était pas heureux d'engager la confrontation. Parler de top, vous savez, chacun a son caractère. Quand la guerre a éclaté, avec peu de moyens, certains, sûrement, se sont débinés. Parce que, en tant que soldat, ils savaient très bien qu'il fallait, par rapport à l'analyse du dispositif en face, il fallait avoir un certain nombre d'armements. Un certain armement, en tout cas. Alors, certains ont fait défection. Très tôt d'ailleurs. Certains ont fait défection. La suite, quand on est vaincu, on gère la défaite sous plusieurs formes. Il y en a qui ont pensé qu'il fallait aller faire allégeance. Très tôt. Beaucoup. Même parmi les chefs militaires. On a vu ces défilés-là au Golfe. C'est là-bas que M. Ouattara était. Donc il y a eu des allégeances. Est-ce que l'allégeance, c'est après la défaite? Je ne saurais le dire.
je ne saurais le dire. Mais on a eu vraiment des situations difficiles. Le moment viendra où il faut saluer la bravoure de certains soldats qui militent pour la sauvegarde de l'intérêt national. C'est des professionnels de guerre qui ne sont pas au service de M. Gbagbo, mais ils étaient au service de la Côte d'Ivoire. Ceux qui se sont battus, il faut les saluer. Mais je pense que l'attitude de M. Ouattara vis-à-vis de ces soldats aujourd'hui encore en prison pour raison de guerre, c'est une attitude incompréhensible. Cette attitude n'est pas républicaine. Est-ce qu'aujourd'hui, si M. Ouattara, je ne le souhaite pas, est attaqué, ces soldats doivent démissionner aussitôt et ne pas riposter? Tout porte à croire que c'est ce que M. Ouattara demande à ses soldats. Si d'aventure il était attaqué, que les soldats ivoiriens démissionnent. Non, ceux qui se sont battus pour défendre le drapeau ivoirien, pour défendre le territoire ivoirien, ils sont à saluer. Ils sont à saluer. Il faut les libérer. Ne serait-ce que pour ça. C'est des républicains. C'est des gens qui ont fait leur travail. Il faut les libérer. La guerre, on ne peut pas supposer qu'elle a pris fin, la situation de belligérance, tant que les soldats d'un camp sont encore en prison pour laisser libre cours aux autres de se promener et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tout porte à croire que nous sommes toujours en guerre et qu'il faut maintenir des combattants dans l'impuissance totale, comme si leur sortie était une sortie pour réveiller la guerre. Or, nous avons déclaré la fin de la guerre en Côte d'Ivoire. Par conséquent, tous les esprits antagonistes doivent s'éteindre et tous les effets de la guerre aussi doivent être éteints. Or là, M. Ouattara maintient la flamme des effets de la guerre, comme si on était encore en guerre. Non, 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 il faut libérer les soldats pour affirmer haut et fort que la guerre est finie. Tant qu'il y aura des prisonniers d'opinion, tant qu'il y aura des soldats en prison pour faire de guerre, M. Ouattara nous dit que la guerre est toujours d'actualité. Oui, nous sommes des combattants. Sur le terrain, il ne faut jamais s'avouer vaincu. C'est vrai, le chef a été déporté à La Haye, mais nous pensions que si le droit était dit, le président Gbagbo serait libéré. C'était notre pensée profonde. Mais comme nous sommes en politique et que nous savions que nous étions victimes d'une situation d'injustice, parce que tout ce qu'on nous a appliqué, il n'y avait rien de juste. Voilà un président démocratiquement élu en 2000 et qui est attaqué. On appelle la France, qui était en devoir par rapport au contrat qui nous lie, et la France refuse d'agir. C'était une injustice. Une injustice. Ensuite, telles que les choses se sont passées, toutes les négociations, depuis Lomé, Accra, etc., tous ceux qui sont intervenus, plutôt que de discuter avec le pouvoir légal, ils ont discuté avec des gens qui sont en situation illégale. On a mis le pouvoir légal sur le même pied que le pouvoir illégal, les forces nouvelles. Nous savions donc que
nous étions en train de vivre une situation d'injustice. C'est pourquoi, en même temps que nous croyions que le droit pouvait permettre la libération du président, on pensait aussi que dans leur logique d'injuste, ils allaient continuer à maintenir le président Gbagbo en prison, à La Haye. Donc, nous étions certes partagés entre ces deux points de vue, mais cela ne nous enlevait pas l'espoir de mener un combat qui pourrait aboutir à la libération du président Gbagbo. Et c'est par rapport aux stratégies de combat que les partisans de Gbagbo restés en Côte d'Ivoire ont trouvé des points de dissension. Évidemment, des points de dissension et ça va être approfondi au point où il y aura deux directions de fait. Il y a la direction, au temps où M. Gbagbo même était en Côte d'Ivoire, aux mains de M. Affi N'Guessan, et à la suite de certaines prises de position, des camarades vont rentrer dans la dissidence par rapport à cette direction légale. Nous avons vécu cela. C'était une stratégie de combat. Certains ont pensé qu'il fallait affronter la situation et les défenseurs de cette situation. D'autres ont pensé qu'il fallait utiliser une autre approche. Cela a donné l'impression que ceux qui voulaient une autre approche, soit la négociation pour obtenir la libération du président Gbagbo, étaient des traîtres. Le mot a été lâché et ça n'a fait que envenimer la situation. Mais pour moi, en tant qu'analyste politique, j'ai pensé que diviser, nous n'obtiendrons jamais ce que nous recherchions, à savoir la libération du président Gbagbo et la poursuite du combat avec lui. Donc, étant resté avec le président Affi N'Guessan, ma préoccupation était de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la réconciliation des deux tendances. Surtout que le Front populaire ivoirien, à l'époque, admet en son sein la création des tendances. C'est-à-dire que c'est le seul parti en Côte d'Ivoire où nous sommes ensemble dans le même parti, mais on peut avoir des tendances, des points de vue divergents par rapport à la gestion de certaines questions. Et c'est pourquoi le parti autorise l'existence légale au sein du parti de ces tendances. Donc moi, j'ai pensé qu'on pouvait être différents, mais unis. Cela était possible. Mais au lieu de voir l'union dans la différence, les gens voyaient plutôt l'union dans l'absorption. C'est-à-dire, vous et moi, nous sommes divergents dans une analyse, et je vous dis, au cours d'une négociation, ou bien vous me rejoignez dans mon analyse, ou rien. Et chacun a campé sur cette position. Que ce soit M. Affi ou les camarades dissidents, eh bien, chacun disait qu'il avait raison. Et par conséquent, l'autre camp devait se déverser dans son camp. En matière de négociation, une telle position n'arrangeait pas l'évolution de la situation. C'est ainsi que, je dois l'avouer, mes tentatives de médiation ont échoué. Je n'ai pas réussi à réconcilier les deux tendances.
Mais j'étais convaincu que Affi N'Guessan, d'une part, d'un côté, et les autres de l'autre côté, on n'arriverait à rien. Mais comme j'avais échoué dans ma médiation, je devais prendre une décision pour exister au moins. J'ai écrit à Affi N'Guessan pour lui dire que je démissionnais de son camp pour rejoindre le camp dit le camp Gbagbo, géré par Abdourahmane Sangaré. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais il fallait que l'entité légale dirigée par Affi N'Guessan négocie et cherche les conditions d'une réconciliation. Soit on existait en tant qu'entité tendancielle dans l'ensemble, et chacun allait exister, mais on serait ensemble. Mais en tant qu'individu, en venant, je n'avais pas d'exigence. Je les ai rejoints et je me suis fondu dans le camp. Si on était venu en tant qu'entité tendancielle, bon, on aurait pu discuter sur les conditions du rassemblement. Mais je suis venu en tant que militant politique, isolé, et j'ai intégré plutôt les rangs du camp Gbagbo.